Donc, la deuxième section de ce premier chapitre s'intéresse principalement à la question de la combustibilité d'un matériau. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la prévention, la formation des équipes de lutte contre l'incendie, voire la mise en sécurité des bâtiments, une compréhension approfondie de ce triangle d'incendie est extrêmement nécessaire. Donc, on a parlé de pyrolyse, ok? On a dit que la pyrolyse se produit dans un environnement où l'oxygène est absent. Parfois, la pyrolyse, il est nécessaire, voire extrêmement importante pour initier un incendie, parce que c'est elle, pour un matériau qui va nous dégager, donc on va utiliser de la pyrolyse pour produire des hydrocarbures, des gaz d'hydrocarbures et du monoxyde du carbone inflammable, et en présence d'oxygène, on va avoir la réaction d'oxydoréduction qui est la combustion. Donc, basiquement, la réaction de combustion nécessite la présence d'un hydrocarbure, d'un élément, donc du hydrocarbone, donc un élément qui contient généralement des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène, ok, du méthane par exemple, du propane, de butane ou tout type de matériau qui contient une composition de ces éléments, donc des carbones, des molécules de carbone et d'hydrogène. Donc en parallèle avec l'oxygène qui va venir, qui va initier cette réaction d'oxydoréduction, et on aura des éléments de sortie qui sont la chaleur et la flamme ou du rayonnement, avec une production d'oxygène et une production de dioxyde de carbone. Donc, dans ce fameux triangle, on aura besoin nécessairement de combustible. Donc, c'est la matière de base de forme qui peut être initialement solide, liquide ou gazeux, qui va rentrer, qui va amorcer et continuer à dégager cette quantité de chaleur, parce qu'on a parlé du pouvoir calorifique. Donc, c'est une quantité d'énergie qui est déjà emmagasinée, bien évidemment, dans ce combustible, qui va en réaction avec l'oxygène et en présence d'une source d'activation d'énergie, donc qui va rentrer dans ce processus d'oxydoréduction et qui va émettre bien évidemment de la chaleur, de l'eau et du dioxyde de carbone ou d'autres gaz, hein, du monoxyde de carbone ou d'autres gaz de soufre et autres gaz selon la composition initiale de la matière combustible. Donc le carburant, on a parlé du carburant, donc qui est principalement de l'air, ou de l'oxygène ou toute autre matière qui peut produire de l'oxygène. L'énergie d'activation, qui est une énergie nécessaire pour amorcer et initier euh, cette fameuse réaction de combustion, et peut être d'origine électrique, d'origine biologique et tout autre type d'origine qui peut initier cette réaction. Également, comme élément important à retenir en relation avec la combustion, ce sont les caractéristiques de la matière liées au point d'éclair, point d'inflammation et point d'auto-ignition. Le point d'éclair, c'est une température, ok? Donc, c'est une température de transformation. Donc, la matière a besoin de cette température pour commencer à produire une quantité de gaz. Donc, et plus ce point d'éclair, ça veut dire cette température, elle est basse, plus la caractéristique d'inflammabilité de la matière, elle est importante. Le deuxième point important, c'est que en présence, c'est le point d'inflammation. Ça veut dire que le point d'éclair ne va pas nécessairement en présence d'un, d'une source de chaleur. Donc, la réaction de combustion ne va pas continuer. Donc, il va débuter, mais il va s'arrêter. Ça veut dire que l'énergie dégagée n'est pas nécessaire pour subsister, pour que la réaction de combustion continue. On a besoin d'atteindre la température d'inflammation pour pouvoir assurer la continuité
de cette réaction de combustion. Alors, une question très importante. Et là, c'est qui montre un peu la dangerosité de cette réaction de combustion. Comment on peut atteindre le point d'inflammation d'un produit combustible? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question très importante et critique pour gérer ou pour bien comprendre l'incendie? Comment on atteint la réaction ou le point d'inflammation d'un produit? Séparation. Qu'est-ce que ça veut dire séparation? Séparation du combustible inflammable par d'une mer, par exemple. Là, ouais, est-ce que tu as... je vais clarifier. D'abord, vous êtes en train de voir le scénario هذا, ok? عندنا واحد جوج ديال les scénarios au début et عندنا deux scénarios هنايا. La première phase, on peut la qualifier une phase d'amorçage, de début de feu, ok? Et là, c'est l'incendie, ok? Donc, شنو هي la différence entre la phase la plus critique, c'est vraiment l'incendie. C'est ça ce qu'on cherche à éviter. Ok, on cherche à éviter l'incendie. Parfois, on peut avoir des débuts de feu, on peut avoir des sources de chaleur sans que rien ne se produise. On peut avoir des sources de chaleur avec ce qu'on appelle un début de feu qui ne va pas pouvoir continuer et nous donner un incendie. Mais quel est le critère? شنو هو الفرق ما بين هاد les deux éléments? Allô? Oui, oui, Moi, le critère, c'est le feu, que c'est le début de, comment on appelle, l'élément déclencheur. c'est-à-dire. Euh, L'élément d'activation. Ok. Si tu parles uniquement d'activation, c'est principalement le point d'éclair. Ok. Donc, c'est principalement ça. Donc, c'est une température, par exemple, de 65 degrés Celsius. Donc, on a dégagé suffisamment de gaz inflammable et en présence d'une source externe, d'un étincelle, je sais pas, une source de chaleur ou autre, on peut avoir zama, un début de combustion, mais qui va s'éteindre rapidement. Comme vous voyez, donc il va s'éteindre rapidement. Mais parfois, pour que ça devienne un incendie, donc cet événement ne va pas se produire. Il va subsister et il va donner lieu à un incendie. D'où vient, c'est quoi la différence déjà? C'est quoi la différence entre pourquoi dans ce premier scénario, le début de feu n'a pas pu continuer et donner lieu à un incendie, et le deuxième scénario a donné lieu à un incendie? C'est quoi la différence? La- Le premier produit n'est pas combustible. Non, la Euh, quantité. non, vous voyez, donc vous avez la même quantité et vous avez le même produit. Condition de Monsieur, stockage. Oui? Condition de stockage. On peut dire ces conditions de stockage, mais il y a une Le temps, caractéristique importante. la durée, le temps que ça a mis. Non, je pense Non, pas. non. monsieur, la différence, je vois, c'est la température du liquide. C'est ça la Effectivement, différence. on peut parler de la température du liquide, c'est comme on peut parler de la température ambiante, ok? La température de l'environnement et de l'environnement de proximité du liquide. C'est- Ça peut être la température du liquide lui-même, comme ça peut être la température à proximité du liquide. Mais l'essentiel, on va parler de la Assez température inflammable. environnante. Assez, Oui? assez inflammable, ce produit. C'est le même produit, hein. On ne va pas changer de produit. Enfin, les Mhm. scénarios, كلهم اللي كتشوفوا هنا, c'est principalement le même produit.
c'est le même scénario du début, hein. On prend le même produit et on prend la même source de chaleur, ça veut dire ça soit une flamme ou un étincelle, peu importe, c'est le même élément déclencheur. Mais tout ce qui change, le paramètre qui change là, c'est uniquement la température. On augmente la température ambiante de l'environnement du scénario LED. OK? En fait, Euh, c'est remarquable. D'après la nomination, on voit oui, à 65 degrés, on a point d'éclair. Donc, ça va juste donner un éclair. Donc, ça va donner une flamme, puis ça va s'éteindre ça va rapidement, ce qui est un s'éteindre. éclair. Oui, Et exactement. par contre, à une température supérieure à 65 degrés, c'est un point de flamme. Donc, il va donner une flamme. Donc, ça va s'allumer, ça va donner une flamme. Et la flamme, Oui, ça va, va consommer le liquide, le gasoil. Donc, d'accord. c'est clair d'après la nomination. Et la dernière? La dernière, c'est l'auto-inflammation. C'est alors à une température de 270 degrés et plus. Alors, elle a arrivé à un certain point qu'elle s'auto-inflamme toute seule. Alors, on n'a pas D'accord. Donc, besoin du. Alors, l'étincelle ou ou le troisième élément pour qu'on ait une flamme, c'est la température ambiante. effectivement, donc, la température en même temps est devenue la température de point d'éclair, ça veut dire la température qui a permis au liquide de générer suffisamment de gaz qui va se mélanger avec l'environnement. Et en même temps, cette température est devenue quoi? L'énergie L'énergie flashpoint. qui va générer la Non, flamme. il y a le flashpoint et il faut distinguer entre le flashpoint, ok, le point d'éclair, et l'énergie d'activation. Ok. Donc, c'est pas C'est la ça, même chose. c'est ça ce que je veux dire, c'est l'énergie d'activation. Effectivement, donc là, le point, la température, lorsqu'on parle de température, la température d'activation, c'est vraiment le point d'auto-initiant, donc le point de début de feu par lui-même. Donc c'est ça, elle dit, par exemple, pour ce produit, c'est le 270 degrés, c'est la température c'est l'énergie nécessaire, c'est l'énergie d'activation qui va bien évidemment être au-dessus de l'énergie du point d'éclair parce que il va permettre déjà de dégager suffisamment de gaz inflammable qui va se mélanger avec de l'air et en même temps, c'est l'énergie il est suffisante pour initier la combustion. Et bien évidemment, vu que c'est une énergie qui est suffisante pour initier, il va pouvoir maintenir cette réaction de combustion et produire un incendie. OK? Donc, le point le plus important ici, c'est la température. OK? Donc, la température, elle est très importante. C'est elle qui va décider est-ce qu'on aura un début de feu? OK? Est-ce qu'on aura le maintien et probablement même le début, donc sans une source de chaleur. Deuxième question, d'où vient cette énergie, cette température? D'où peut provenir à de la température ici? La température peut provenir d'un rayonnement de soleil Effectivement. ou d'un changement Ou- climatique. Oui, deuxième. Donc, comment on peut qualifier ça? C'est des sources C'est des externes. sources naturelles. C'est des sources Sources naturelles. naturelles ou externes à la réaction elle-même. Mais il y Ou a, ça peut être une source humaine, par exemple, dans une voiture. d'accord, mais le point très important lié à la combustion, très très important. Euh, L'aération, monsieur. oui, L'aération. Est-ce que oui, oui, la effectivement, place est aérée? on aura besoin de l'oxygène, donc ça existe, mais la source de chaleur peut être externe à la réaction et
Ils peuvent provenir de deux sources. Je veux dire Le interne, produit mais je ne sais lui-même. pas ce que je Mais je veux interne. dire interne, mais Qu'est-ce je que, ne sais pas ce que ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par interne? Des points parce que chauds, si on par dit exemple. si on dit externe, alors de l'autre côté on trouve interne. Oui, mais Mais en interne, relation, ça veut dire en relation avec quoi? Interne. mais en relation avec cet exemple-là, Est-ce qu'on passe d'autres j'essaie de produits, n'est-ce réfléchir. pas? Avec le produit lui-même. Effectivement, mais qu'est-ce qu'il a ce produit? Il est en phase de combustion. Qu'est-ce qu'il fait en combustion? L'oxydation, L'oxydation. C'est quoi l'oxydation? c'est la Réaction réaction chimique. face à, c'est une réaction chimique par rapport, C'est une réaction chimique qu'il fait quoi? Il génère quoi? du gaz Il génère carbonique. de la fumée. Attendez, Ok, vous êtes en train de dire tous les éléments sauf celui que je cherche. Il génère de la chaleur. La chaleur, ouais. Donc tu as donc ce fameux terme interne, Mohamed, c'est lié à la réaction elle-même. Ok? Donc oui. tu as en même temps la réaction qui subsiste, qui peut déjà exister, s'initier par des facteurs externes, mais dès qu'il est initié, elle-même, il génère de la chaleur qui va encore davantage l'alimenter, tu vois, ou l'accélérer. Donc c'est ça la criticité d'une réaction de combustion. C'est que en même temps, parfois, il a besoin pour être initié d'une source externe, une augmentation de la température pour pouvoir produire suffisamment de gaz inflammable. Mais dès qu'il est initié, dès qu'il commence la combustion, ici, tu as juste quelques éléments pour la supporter. Tu as comment dirais cette auto-continuité. Ça veut dire que la réaction elle-même va continuer à produire de la chaleur. Et cette chaleur, il va faire quoi? Il va augmenter la température environnante. En augmentant la température environnante, le liquide va passer d'une température où il était en point d'éclair à un point d'inflammation. Donc, il va faire quoi? Il va générer encore davantage du gaz inflammable qui vont s'enflammer, qui vont encore davantage alimenter et ainsi de suite. Et on devient dans un système exponentiel. Donc, on était peut-être dans une phase linéaire, on a besoin de l'énergie, on a besoin de quelques éléments, mais dès que ça commence, ça s'alimente. Donc, parce que la source générée ou la réaction génère de la température, et cette température, s'il n'est pas utilisée ailleurs, il va réalimenter la réaction elle-même. Il va catalyser et revenir en arrière pour catalyser encore davantage et donner de l'accélération à cette réaction. OK? Donc, hadith, c'est pour que la température, une fois que la réaction de combustion, bien sûr, une fois qu'elle commence, il va subsister dans le temps. Donc, sauf si on élimine, bien évidemment, l'un des côtés de ce fameux triangle. Sinon, donc, la réaction d'elle-même, il va s'auto-alimenter par de l'énergie. Donc, une fois commencé, c'est la réaction elle-même génère l'énergie ensuite, dès que l'énergie d'activation, il est généré par la réaction elle-même. Donc, on a également parlé des causes d'incendie. Donc, on a parlé des causes humaines qui peuvent être liées à une mauvaise utilisation des mégots de cigarettes qu'on pense éteints, mais parfois la température ou la réaction de combustion des mégots de cigarettes continue et peut initier un incendie par de l'ignorance, par de la négligence et parfois c'est voulu par des actes malveillants. Des causes naturelles externes peuvent être de la foudre, du soleil. La fermentation des déchets organiques peut également produire une augmentation de température, des étincelles, du frottement, des réactions chimiques ou thermiques. Tout ça, ça peut être des causes. Encore une fois, je vous dis qu'il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées pour bien comprendre la réaction de combustibilité. Il y a beaucoup de normes, de documents qui parlent de la combustibilité des matériaux et ces documents vont nous permettre de comprendre cette réaction pour différents besoins. Par exemple, au-delà de la classification M ou de la classification Euroclass
des matériaux selon leur combustibilité qui va nous permettre plus ou moins d'aller chercher, à prévenir. Hein, on peut dire que la première classification, restant dans la classification M de combustibilité, d'inflammabilité, c'est une classification de prévention. Okay, qui va nous permettre d'éviter d'avoir un début de feu. Parce que le moment où on peut distinguer qu'un matériau il est inflammable, on va pouvoir le stocker pour éviter qu'il s'enflamme. Okay, on peut dire que c'est une classification qui va nous permettre de mettre en place des mesures de prévention, d'éviter un début de feu. Okay. La deuxième classification, c'est la classification EN2, ou plus ou moins une classification internationale selon la norme ISO 3941 de 1977. C'est une classification de protection. C'est une classification qui va nous permettre d'éteindre le feu après avoir été déclenché. Donc, une fois on a un feu qui a déjà débuté, donc il a eu un besoin de définir quels sont les moyens pour éteindre ce feu selon sa composition. Donc, l'idée facile, c'était vraiment d'aller chercher en fonction de son état. Donc, généralement, donc, on ne distingue pas trop la nature de combustibilité ou d'inflammabilité pour éteindre un feu. C'est uniquement par rapport à son état physique. Donc, on va distinguer tout simplement les matériaux solides, hein, A, les matériaux liquides ou du solide liquéfiable, et ensuite tout ce qui est gazeux. OK. Euh, il y avait également une classification pour la classification des matériaux ou des sources d'inflammation électrique, mais qui a été retirée. Donc, là reste uniquement la D et la F. OK. Donc, on va parler de solides, liquides, gazeux, métaux et des auxiliaires de cuisine, principalement les huiles et les graisses végétaux. Donc, la classification électrique a été retirée parce que, soi-disant, l'électricité n'était pas un combustible. OK, on ne peut pas mettre quelque chose qui qui ne réagit pas. Donc l'électricité, c'est une source de chaleur, c'est une source d'énergie, mais qui n'est pas elle-même un matériau qui brûle. Donc on ne peut pas éteindre un produit électrique. Donc probablement, on va pas éteindre l'électricité. L'électricité, on va la couper. Ça rentre bien évidemment dans les moyens d'éteindre le feu par élimination des sources de chaleur. Les sources de chaleur ou d'énergie, dans ce cas d'électricité, c'est l'électricité. Donc la première des choses à laquelle il faut réfléchir, c'est de couper l'électricité, bien sûr, mais on ne va pas éteindre un incendie électrique. Ça n'existe pas quelque chose qui s'appelle un incendie électrique. Donc, il y a un incendie de matériaux solides, il y a un incendie de liquide, hein, de matériaux de liquide inflammable ou liquide combustible. Il y a d'un incendie de gaz, hein, du propane, du méthane et autres produits. Il y a des métaux également qui produisent également de la chaleur, qui sont en combustion, le fer et l'aluminium également. Mais il y a de l'huile, hein, de l'huile végétaux et autres, donc qui vont également nécessiter, et comme j'ai dit, le besoin derrière cette norme, c'est particulièrement définir quels sont les agents d'extinction les plus adaptés. Donc, principalement, on va parler de l'eau, hein, de l'eau qui parfois c'est de l'eau distillée, hein, ça peut être de l'eau normale, comme ça peut être de l'eau désionisée. Ça veut dire de l'eau auquel on a éliminé les ions, donc on a éliminé sa capacité
de conduction de l'électricité, donc il ne peut pas jouer et cela nous permettra de l'utiliser pour éteindre un feu d'origine soi-disant électrique. OK? Donc ça, on peut l'utiliser, mais on doit d'abord être sûr que c'est une eau déminéralisée ou désionisée pour pouvoir l'utiliser. Généralement, également, on va trouver de la poudre polyvalente, de la poudre spéciale. C'est principalement à base d'ion d'ammoniac, donc il va réagir avec le matériau principalement par principe d'inhibition, donc ou par principe d'étouffement. Donc, on a les deux grands principes avec lesquels ils vont réagir avec le matériau pour pouvoir l'éteindre. En termes de combustibilité, ok, et en fonction soi-disant d'un certain nombre de paramètres, notamment le pouvoir calorifique, notamment quand vous avez vu les critères d'hygrométrie, la présence d'humidité dans le matériau, la température, tous ces éléments, donc on aura différents temps de combustion. Donc on aura des matières qui vont brûler rapidement et d'autres qui vont brûler d'une manière plus ou moins lente. Alors, la première combustion, on va parler de combustion lente. Donc, c'est une combustion qui entraîne un faible dégagement d'énergie ou de quantité calorifique, et une faible élévation de la température. Donc également, on ne va pas avoir du rayonnement ni de manifestation lumineuse et pas de flamme généralement. La combustion vive, c'est une réaction qui entraîne un dégagement calorifique important et pour conséquent plus ou moins une augmentation et une élévation de la température avoisinante. Également qui s'accompagne avec une manifestation lumineuse. Qui dit manifestation lumineuse dit également une transmission de chaleur par rayonnement. Donc la quantité d'énergie va être transmise par rayonnement à d'autres matériaux qui sont à proximité. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle la combustion instantanée où l'oxygénation commence lentement et la combustion dégage un peu de chaleur à cause d'une accélération de la réaction et une élévation de la température. Elle peut également se développer sous forme explosive pour des corps contenant un excès d'oxygène au sein desquels il y a une rupture d'équilibre. Donc ça, on va essayer de comprendre les mécanismes après avoir vu les mécanismes de propagation du feu. On va essayer de comprendre pour terminer la première moitié du chapitre par la courbe, la fameuse courbe de combustion. Donc la chaleur ou cette réaction de combustion dont on a dit dont sa dangerosité réside principalement ou particulièrement dans la production de la chaleur. Donc, de la chaleur ou la quantité d'énergie de chaleur produite va être transmise vers le milieu avoisinant. Donc, il y a principalement trois modes de transmission. Il y a le mode de rayonnement, ça veut dire c'est une onde électromagnétique, donc qui va être émise principalement par le foyer ou la source lumineuse d'il la chaleur qui va traverser. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui avec le soleil, donc il n'y a pas de conduction. C'est principalement ce qu'on appelle le rayonnement solaire. On ne parle pas de chaleur provenant du soleil, par conduction, par convection. Donc, sinon, ça aurait pu avoir d'autres événements. Donc, il y a du rayonnement solaire. Il y a la convection. Donc, c'est principalement lié à une transmission ou à un mouvement physique de matière, principalement le gaz. Et la convection va avoir généralement un sens vers le haut parce que le gaz avec une température plus ou moins élevée va avoir le poids beaucoup moins important que
des gaz avoisinants, donc ce qui va lui permettre de voyager vers le haut. Et c'est une transmission de la température par voie physique. Donc, c'est la température du gaz qui va traverser et atteindre les hauts du bâtiment. Donc, comme vous voyez cette photo-là, donc le toit du bâtiment va connaître une augmentation de la température, non pas à cause d'une source de rayonnement ou ou de conduction, mais principalement par voyage d'un gaz qui contient une quantité d'énergie et qui va rentrer en contact avec le toit. Le troisième, le plus connu de transmission euh, de, de, de la chaleur, c'est par voie de conduction. Ça veut dire qu'il va utiliser la matière exposée, donc il va avoir une transmission de la chaleur via conduction de cette matière qui va transmettre la chaleur d'un point A à un point B. Donc, évidemment, par exemple, tout ce qui est métallique, il a une conduction de température très importante. Donc, on estime, donc c'est pas vraiment comme le béton, par exemple, où la transmission, la conduction d'énergie par conduction, il est beaucoup moins importante. Le bois également n'a pas de conduction importante, même s'il brûle, donc il ne va pas conduire la température d'une manière importante. Ici, c'est juste pour illustrer un peu le critère très important du déplacement de la matière. Donc, on a dit que la matière peut se déplacer, donc soit sous forme gazeuse, et c'est le plus courant. Donc, le gaz généré dans le cadre d'une combustion lui-même peut être combustible. OK, va contenir du monoxyde du carbone, de la fumée combustible. Il peut se voyager, donc comme j'ai dit, il aura le poids beaucoup moins important, donc il va voyager. La matière peut également se déplacer sous forme liquide ou sous forme de projection solide. Donc, et c'est là où les Euroclasses ont ajouté la, le critère de gouttelette inflammable pour signaler cette capacité de matière à produire des projections enflammées qui peuvent également produire d'autres sources d'inflammation. Alors, pour terminer cette première moitié de ce chapitre, donc on va s'intéresser à la courbe soi-disant de la réaction d'un incendie. OK? Donc, dans un incendie, on va avoir plusieurs phases où on va faire appel à plusieurs paramètres. OK? Donc, tous les concepts ou ce qu'on a vu au début, on va l'utiliser pour uniquement comprendre cette fameuse courbe d'incendie. Donc, dans un premier temps, on aura besoin, dans la phase latente, de trois éléments pour débuter. OK? Donc, pour débuter un incendie, donc on aura besoin de compléter le triangle de feu, de réunir les trois éléments pour commencer. On a vu que parfois le matériau yani, peut nécessiter une énergie déjà pour produire des gaz inflammables pour ce gaz qui va s'enflammer par la suite avec de l'oxygène. On aura besoin également de réduire son humidité. Donc, cette phase initiale, elle est plus ou moins lente. Donc, il aura besoin de l'oxygène, il aura besoin d'une source de chaleur, il aura besoin de réduire l'humidité du matériel pour pouvoir débuter. Donc, la phase hadi, plus ou moins, il est lente. Ensuite, la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de démarrage. Donc, c'est les flammes qui apparaissent parce qu'on a suffisamment de gaz inflammable en mélange avec de l'air. Donc, c'est cette phase de démarrage où l'incendie va commencer à progresser.
qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, la quantité de gaz qui est produite va passer dans une phase d'accélération. Ok, donc on aura une inflammation. Le gaz va rentrer, bien évidemment, va brûler, donc il va produire encore davantage de la chaleur. Donc sa température va atteindre les 400 degrés Celsius. Donc on aura également plus de production d'énergie, on aura plus de production de flammes, de gaz inflammables parce qu'on va atteindre un autre niveau des points, donc ce qu'on appelle les points d'ébullition, donc où la matière va se transformer complètement d'une phase solide ou phase liquide à une phase gazeuse. Donc on aura une grande quantité d'énergie. La deuxième des choses qui se produisent, c'est que généralement dans les bâtiments et dans un espace plus ou moins confiné, on aura évidemment une augmentation de température de tous les matières combustibles avoisinant la source de combustion. Donc, et de la même manière, donc sur les mêmes procédés, donc ces matières vont commencer eux-mêmes à dégager plus ou moins de la matière, du gaz inflammable. Donc, et à un moment donné, on aura ce qu'on appelle l'embrasement général. Donc, c'est un incendie de grande envergure parce que on a suffisamment de matière combustible qui a dégagé une grande quantité de gaz inflammable et tout ce gaz qui a été dégagé euh, cette, euh, cette matière combustible va brûler automatiquement. On aura une sorte d'explosion, ce qu'on appelle l'embrasement général. Et bien sûr, avec le temps, cette matière combustible va commencer à être consommée et on va passer à une phase descendante de décadence où la matière va commencer à être perdue. Donc, pour information, 3 événements peuvent avoir lieu, donc selon des conditions spécifiques de présence d'oxygène et de température et de fumée. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle le rollover. Donc, c'est une propagation des flammes le long des plafonds. Donc, ça, vous avez vu qu'il y a un déplacement de matière, donc le déplacement de gaz vers les plafonds du bâtiment, c'est ce qu'on appelle le rollover. OK? Donc, ce déplacement de matière qui va générer, avec la matière qui va être chaude, qui va se déplacer vers d'autres milieux du bâtiment, il va évidemment générer une augmentation de température ambiante, de tout l'environnement. Et on a dit que ça va être bien évidemment accompagné par une quantité, une production. Donc la matière va réagir en produisant du gaz inflammable et ce gaz qui va brûler. Donc tout ce phénomène va nous produire ce qu'on appelle le flashover, qui est l'embrasement général, éclair des fumées et par conséquent du local entier. Donc des températures qui vont passer du 650 degrés Celsius à plus de 1200 degrés Celsius. Le seul élément qui va généralement bloquer cet embrasement général parfois, c'est le manque d'oxygène. OK? Donc, l'explosion de la fumée si on a suffisamment d'énergie, si on a suffisamment d'oxygène, et on va s'attendre à une réaction descendante de l'incendie. Par contre, si par exemple, pendant l'intervention des secours, ils vont ouvrir une porte, ils vont alimenter par exemple en oxygène cette zone qui est déjà enflammée avec une grande quantité de fumée et de gaz inflammable, ce qui va se produire, c'est ce qu'on appelle le backdraft. Le backdraft, c'est une explosion de fumée parce que la fumée, il contient encore de la matière combustible. Donc, en lui ajoutant une source d'oxygène importante qui est de l'air, donc c'est une source de réactif. Donc, ce qui va se produire, c'est l'explosion de fumée.
Donc, la deuxième section de ce premier chapitre s'intéresse principalement à la question de la combustibilité d'un matériau. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la prévention, la formation des équipes de lutte contre l'incendie, voire la mise en sécurité des bâtiments, une compréhension approfondie de ce triangle d'incendie est extrêmement nécessaire. Donc, on a parlé de pyrolyse, ok? On a dit que la pyrolyse se produit dans un environnement où l'oxygène est absent. Parfois, la pyrolyse, il est nécessaire, voire extrêmement importante pour initier un incendie, parce que c'est elle, pour un matériau qui va nous dégager, donc on va utiliser de la pyrolyse pour produire des hydrocarbures, des gaz d'hydrocarbures et du monoxyde du carbone inflammable, et en présence d'oxygène, on va avoir la réaction d'oxydoréduction qui est la combustion. Donc, basiquement, la réaction de combustion nécessite la présence d'un hydrocarbure, d'un élément donc, de l'hydrocarbone, donc un élément qui contient généralement des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène, ok, du méthane par exemple, du propane, de butane ou tout type de matériau qui contient une composition de ces éléments, donc des carbones, des molécules de carbone et d'hydrogène. Donc en parallèle avec l'oxygène qui va venir, qui va initier cette réaction d'oxydoréduction, et on aura des éléments de sortie qui sont la chaleur et la flamme ou du rayonnement, avec une production d'oxygène et une production de dioxyde de carbone. Donc, dans ce fameux triangle, on aura besoin nécessairement de combustible. Donc, c'est la matière de base de forme qui peut être initialement solide, liquide ou gazeux, qui va rentrer, qui va amorcer et continuer à dégager cette quantité de chaleur, parce qu'on a parlé du pouvoir calorifique. Donc, c'est une quantité d'énergie qui est déjà emmagasinée, bien évidemment, dans ce combustible, qui va en réaction avec l'oxygène et en présence d'une source d'activation d'énergie, donc qui va rentrer dans ce processus d'oxydoréduction et qui va émettre bien évidemment de la chaleur, de l'eau et du dioxyde de carbone ou d'autres gaz, hein, du monoxyde de carbone ou d'autres gaz de soufre et autres gaz selon la composition initiale de la matière combustible. Donc le carburant, on a parlé du carburant, donc qui est principalement de l'air ou de l'oxygène ou toute autre matière qui peut produire de l'oxygène. L'énergie d'activation, qui est une énergie nécessaire pour amorcer et initier cette fameuse réaction de combustion, et peut être d'origine électrique, d'origine biologique et tout autre type d'origine qui peut initier cette réaction. Également, comme élément important à retenir en relation avec la combustion, ce sont les caractéristiques de la matière liées au point d'éclair, point d'inflammation et point d'auto-ignition. Le point d'éclair, c'est une température, ok? Donc, c'est une température de transformation. Donc, la matière a besoin de cette température pour commencer à produire une quantité de gaz. Donc, et plus ce point d'éclair, ça veut dire cette température, elle est basse, plus la caractéristique d'inflammabilité de la matière, elle est importante. Le deuxième point important, c'est que en présence, c'est le point d'inflammation. Ça veut dire que le point d'éclair ne va pas nécessairement en présence d'une source de chaleur. Donc, la réaction de combustion ne va pas continuer. Donc, il va débuter, mais il va s'arrêter. Ça veut dire que l'énergie dégagée n'est pas nécessaire pour subsister, pour que la réaction de combustion continue. On a besoin d'atteindre la température d'inflammation pour pouvoir assurer la continuité
de cette réaction de combustion. Alors, une question très importante. Et là, c'est qui montre un peu la dangerosité de cette réaction de combustion. Comment on peut atteindre le point d'inflammation d'un produit combustible? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question très importante et critique pour gérer ou pour bien comprendre l'incendie? Comment on atteint la réaction ou le point d'inflammation d'un produit? Séparation. Qu'est-ce que ça veut dire séparation? Séparation du combustible inflammable par d'une mer, par exemple. Là, ouais, est-ce que tu as... je vais clarifier. D'abord, كتشوفوا هنا vous êtes en train de voir le scénario هذا, ok? عندنا واحد جوج ديال لي scénarios au début et عندنا deux scénarios هنايا. La première phase, on peut la qualifier une phase d'amorçage, de début de feu, ok? Et là, c'est l'incendie, ok? Donc, il y a la différence entre la phase la plus critique, c'est vraiment l'incendie. C'est ça ce qu'on cherche à éviter. Ok, on cherche à éviter l'incendie. Parfois, on peut avoir des débuts de feu, on peut avoir des sources de chaleur sans que rien ne se produise. On peut avoir des sources de chaleur avec ce qu'on appelle un début de feu qui ne va pas pouvoir continuer et nous donner un incendie. Mais quel est le critère? شنو هو الفرق ما بين هاد les deux éléments? Allô? Oui, oui. Le critère, c'est le feu, que c'est le début de, comment on appelle, l'élément déclencheur. C'est-à-dire, Euh, L'élément d'activation. ok. Si tu parles uniquement d'activation, c'est principalement le point d'éclair. Ok, donc, c'est principalement ça. Donc, c'est une température, par exemple, de 65 degrés Celsius. Donc, on a dégagé suffisamment de gaz inflammable et en présence d'une source externe, d'un étincelle, je ne sais pas, une source de chaleur ou autre, on peut avoir vraiment un début de combustion, mais qui va s'éteindre rapidement. Comme vous voyez, donc il va s'éteindre rapidement. Mais parfois, pour que ça devienne un incendie, donc cet événement ne va pas se produire. Il va subsister et il va donner lieu à un incendie. D'où vient, c'est quoi la différence déjà? C'est quoi la différence entre pourquoi dans ce premier scénario, le début de feu n'a pas pu continuer et donner lieu à un incendie, et le deuxième scénario a donné lieu à un incendie? C'est quoi la différence? Le premier produit n'est pas combustible. Non, la quantité. Non, vous voyez, donc vous avez la même quantité et vous avez le même produit. Condition de monsieur, stockage. Oui, Condition de stockage. on peut dire ces conditions de stockage, mais il y a une Le temps, caractéristique importante. la durée, le temps que ça a mis. Non, je Non, pense pas. non. monsieur, la différence, je vois, c'est la température du liquide. C'est ça la Effectivement, différence. on peut parler de la température du liquide, c'est comme on peut parler de la température ambiante, ok? La température de l'environnement et de l'environnement de proximité du liquide. Ça peut être la température du liquide lui-même, comme ça peut être la température à proximité du liquide. Mais l'essentiel, on va parler de la Assez température inflammable. environnante. Oui, Assez inflammable, ce produit. c'est le même produit, hein. On ne va pas changer de produit. Enfin, les scénarios, كلهم اللي كتشوفوا هنا, c'est principalement le même produit.
c'est le même scénario du début, hein. On prend le même produit et on prend la même source de chaleur, ça veut dire ça soit une flamme ou un étincelle, peu importe, c'est le même élément déclencheur. Mais tout ce qui change, le paramètre qui change là, c'est uniquement la température. On augmente la température ambiante de l'environnement, du scénario LED. OK? En fait, Euh, c'est remarquable. D'après la nomination, on voit oui, à 65 degrés, on a point d'éclair. Donc, ça va juste donner un éclair. Donc, ça va donner une flamme, puis ça va s'éteindre ça va rapidement, ce qui est un s'éteindre. éclair. Oui, Et exactement. par contre, à une température supérieure à 65 degrés, c'est un point de flamme. Donc, il va donner une flamme. Donc, ça va s'allumer, ça va donner une flamme. Et la flamme, Oui, ça va, va consommer le liquide, le gasoil. Donc, d'accord. c'est clair d'après la nomination. Et la dernière? La dernière, c'est l'auto-inflammation. C'est alors à une température de 270 degrés et plus. Alors, elle a arrivé à un certain point qu'elle s'auto-inflamme toute seule. Alors, on n'a pas D'accord. Donc, besoin d'une. Alors, l'étincelle ou l'élément ou le troisième élément pour qu'on ait une flamme, c'est la température ambiante. effectivement, donc, la température en même temps est devenue la température de point d'éclair, ça veut dire la température qui a permis au liquide de générer suffisamment de gaz qui va se mélanger avec l'environnement. Et en même temps, cette température est devenue quoi? L'énergie L'énergie flashpoint. qui va générer la Non, flamme. il y a le flashpoint et il faut distinguer entre le flashpoint, ok, le point d'éclair, et l'énergie d'activation. Ok. Donc, c'est pas la même chose. C'est ça ce que je veux dire, c'est l'énergie d'activation. Effectivement, donc le point, la température, lorsqu'on parle de température, la température d'activation, c'est vraiment le point d'auto-initiant, donc le point de début de feu par lui-même. Donc c'est ça, elle dit, par exemple, pour ce produit, c'est le 270 degrés, c'est la température c'est l'énergie nécessaire, c'est l'énergie d'activation qui va bien évidemment être au-dessus de l'énergie du point d'éclair parce que il va permettre déjà de dégager suffisamment de gaz inflammable qui va se mélanger avec de l'air et en même temps, c'est l'énergie il est suffisante pour initier la combustion. Et bien évidemment, vu que c'est une énergie qui est suffisante pour initier, il va pouvoir maintenir cette réaction de combustion et produire un incendie. OK? Donc, le point le plus important ici, c'est la température. OK? Donc, la température, elle est très importante. C'est elle qui va décider est-ce qu'on aura un début de feu? OK? Est-ce qu'on aura le maintien et probablement même le début, donc sans une source de chaleur. Deuxième question, d'où vient cette énergie, cette température? D'où peut provenir à de la température ici? La température peut provenir d'un rayonnement de soleil Effectivement. ou d'un changement Ou- climatique. Oui, deuxième. Donc, comment on peut qualifier ça? C'est des sources C'est des externes. sources naturelles. C'est des sources Sources naturelles. naturelles ou externes à la réaction elle-même. Mais il y a, Ou ça peut être une source humaine, par exemple, dans une voiture. d'accord, mais le point très important lié à la combustion, très très important. Euh, L'aération, monsieur? oui, L'aération. Est-ce que oui, oui, la place effectivement, est aérée? on aura besoin de l'oxygène, donc ça existe, mais la source de chaleur peut être externe à la réaction et
Ils peuvent provenir de deux sources. Je veux dire Le interne, produit mais je ne sais lui-même. pas ce que je. Mais Parfaitement Je veux interne, dire humain. interne, mais je qu'est-ce ne sais pas ce que. ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par interne? Des points Parce que chauds, si on par dit, exemple. si on dit externe, alors de l'autre côté, on trouve interne. Oui, mais Mais en interne, relation, ça veut dire en relation avec quoi? Interne. mais en relation avec cet exemple-là, j'essaie de réfléchir. Avec le produit lui-même. Effectivement, mais qu'est-ce qu'il a ce produit? Il est en phase de combustion. Qu'est-ce qu'il fait en combustion? L'oxydation, L'oxydation, c'est quoi l'oxydation? c'est la Réaction réaction chimique. face à, c'est une réaction chimique par rapport, C'est une réaction chimique qu'il fait quoi? Il génère quoi? du gaz Il génère carbonique. de la fumée. Incendie. Ok, vous êtes en train de dire tous les éléments sauf celui que je cherche. Il génère de la chaleur. La chaleur, ouais. Donc tu as donc ce fameux terme interne, Mohamed, c'est lié à la réaction elle-même. Ok? Donc Oui. tu as en même temps la réaction qui subsiste, qui peut déjà exister, s'initier par des facteurs externes, mais dès qu'il est initié, elle-même, il génère de la chaleur qui va encore davantage l'alimenter, tu vois, ou l'accélérer. Donc c'est ça la criticité d'une réaction de combustion. C'est que en même temps, parfois, il a besoin pour être initié d'une source externe, une augmentation de la température pour pouvoir produire suffisamment de gaz inflammable. Mais dès qu'il est initié, dès qu'il commence la combustion, ici, tu as juste quelques éléments pour la supporter. Tu as comment dirais, cette auto-continuité. Ça veut dire que la réaction elle-même va continuer à produire de la chaleur. Et cette chaleur, il va faire quoi? Il va augmenter la température environnante. En augmentant la température environnante, le liquide va passer d'une température où il était en point d'éclair à un point d'inflammation. Donc, il va faire quoi? Il va générer encore davantage du gaz inflammable qui vont s'enflammer, qui vont encore davantage alimenter et ainsi de suite. Et on devient dans un système exponentiel. Donc, on était peut-être dans une phase linéaire, on a besoin de l'énergie, on a besoin de quelques éléments, mais dès que ça commence, ça s'alimente. Donc, parce que la source générée ou la réaction génère de la température, et cette température, s'il n'est pas utilisée ailleurs, il va réalimenter la réaction elle-même. Il va catalyser et revenir en arrière pour catalyser encore davantage et donner de l'accélération à cette réaction. OK? Donc, hadith, c'est pour que la température, une fois que la réaction de combustion, bien sûr, une fois qu'elle commence, il va subsister dans le temps. Donc, sauf si on élimine, bien évidemment, l'un des côtés de ce fameux triangle. Sinon, donc, la réaction d'elle-même, il va s'auto-alimenter par de l'énergie. Donc, une fois commencé, c'est la réaction elle-même génère l'énergie ensuite, dès que l'énergie d'activation, il est généré par la réaction elle-même. Donc, on a également parlé des causes d'incendie. Donc, on a parlé des causes humaines qui peuvent être liées à une mauvaise utilisation des mégots de cigarettes qu'on pense éteints, mais parfois la température ou la réaction de combustion des mégots de cigarettes continue et peut initier un incendie par de l'ignorance, par de la négligence et parfois c'est voulu par des actes malveillants. Des causes naturelles externes peuvent être de la foudre, du soleil. La fermentation des déchets organiques peut également produire une augmentation de température, des étincelles, du frottement, des réactions chimiques ou thermiques. Tout ça, ça peut être des causes. Encore une fois, je vous dis qu'il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées pour bien comprendre la réaction de combustibilité. Il y a beaucoup de normes, de documents qui parlent de la combustibilité des matériaux et ces documents vont nous permettre de comprendre cette réaction pour différents besoins. Par exemple, au-delà de la classification M ou de la classification Euroclass
des matériaux selon leur combustibilité qui va nous permettre plus ou moins d'aller chercher, à prévenir. Hein, on peut dire que la première classification, restant dans la classification M de combustibilité, d'inflammabilité, c'est une classification de prévention. Okay, qui va nous permettre d'éviter d'avoir un début de feu. Parce que le moment où on peut distinguer qu'un matériau il est inflammable, on va pouvoir le stocker pour éviter qu'il s'enflamme. Okay, on peut dire que c'est une classification qui va nous permettre de mettre en place des mesures de prévention, d'éviter un début de feu. Okay. La deuxième classification, c'est la classification EN2, ou plus ou moins une classification internationale selon la norme ISO 3941 de 1977. C'est une classification de protection. C'est une classification qui va nous permettre d'éteindre le feu après avoir été déclenché. Donc, une fois on a un feu qui a déjà débuté, donc il a eu un besoin de définir quels sont les moyens pour éteindre ce feu selon sa composition. Donc, l'idée facile, c'était vraiment d'aller chercher en fonction de son état. Donc, généralement, donc, on ne distingue pas trop la nature de combustibilité ou d'inflammabilité pour éteindre un feu. C'est uniquement par rapport à son état physique. Donc, on va distinguer tout simplement les matériaux solides, hein, A, les matériaux liquides ou du solide liquéfiable, et ensuite tout ce qui est gazeux. Ok. Euh, il y avait également une classification pour la classification des matériaux ou des sources d'inflammation électrique, mais qui a été retirée. Donc, là reste uniquement la D et la F. Ok, donc donc on va parler de solides, liquides, gazeux, métaux et des auxiliaires de cuisine, principalement les huiles et les graisses végétaux. Donc la classification électrique a été retirée parce que soi-disant l'électricité n'était pas un combustible. Ok, on peut pas mettre quelque chose qui qui ne réagit pas. Donc l'électricité, c'est une source de chaleur, c'est une source d'énergie, mais qui n'est pas elle-même un matériau qui brûle. Donc on ne peut pas éteindre un produit électrique. Donc probablement, on va pas éteindre l'électricité. L'électricité, on va la couper. Ça rentre bien évidemment dans les moyens d'éteindre le feu par élimination des sources de chaleur. Les sources de chaleur ou d'énergie, dans ce cas d'électricité, c'est l'électricité. Donc la première des choses à laquelle il faut réfléchir, c'est de couper l'électricité, bien sûr, mais on ne va pas éteindre un incendie électrique. Ça n'existe pas quelque chose qui s'appelle un incendie électrique. Donc, il y a un incendie de matériaux solides, il y a un incendie de liquide, hein, de matériaux de liquide inflammable ou liquide combustible. Il y a d'un incendie de gaz, hein, du propane, du méthane et autres produits. Il y a des métaux également qui produisent également de la chaleur, qui sont en combustion, le fer et l'aluminium également. Mais il y a de l'huile, hein, de l'huile végétaux et autres, donc qui vont également nécessiter, et comme j'ai dit, le besoin derrière cette norme, c'est particulièrement définir quels sont les agents d'extinction les plus adaptés. Donc, principalement, on va parler de l'eau, hein, de l'eau qui parfois c'est de l'eau distillée, hein, ça peut être de l'eau normale, comme ça peut être de l'eau désionisée. Ça veut dire de l'eau auquel on a éliminé les ions, donc on a éliminé sa capacité
de conduction de l'électricité, donc il ne peut pas jouer et cela nous permettra de l'utiliser pour éteindre un feu d'origine soi-disant électrique. OK? Donc ça, on peut l'utiliser, mais on doit d'abord être sûr que c'est une eau déminéralisée ou désionisée pour pouvoir l'utiliser. Généralement, également, on va trouver de la poudre polyvalente, de la poudre spéciale. C'est principalement à base d'ion d'ammoniac, donc il va réagir avec le matériau principalement par principe d'inhibition, donc ou par principe d'étouffement. Donc, on a les deux grands principes avec lesquels ils vont réagir avec le matériau pour pouvoir l'éteindre. En termes de combustibilité, ok, et en fonction soi-disant d'un certain nombre de paramètres, notamment le pouvoir calorifique, notamment quand vous avez vu les critères d'hygrométrie, la présence d'humidité dans le matériau, la température, tous ces éléments, donc on aura différents temps de combustion. Donc on aura des matières qui vont brûler rapidement et d'autres qui vont brûler d'une manière plus ou moins lente. Alors, la première combustion, on va parler de combustion lente. Donc, c'est une combustion qui entraîne un faible dégagement d'énergie ou de quantité calorifique, et une faible élévation de la température. Donc, également, on ne va pas avoir du rayonnement ni de manifestation lumineuse et pas de flamme généralement. La combustion vive, c'est une réaction qui entraîne un dégagement calorifique important et pour conséquent plus ou moins une augmentation et une élévation de la température avoisinante. Également qui s'accompagne avec une manifestation lumineuse, qui dit manifestation lumineuse dit également une transmission de chaleur par rayonnement, donc la quantité d'énergie va être transmise par rayonnement à d'autres matériaux qui sont à proximité. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle la combustion instantanée où l'oxygénation commence lentement et la combustion dégage un peu de chaleur à cause d'une accélération de la réaction et une élévation de la température. Elle peut également se développer sous forme explosive pour des corps contenant un excès d'oxygène au sein desquels il y a une rupture d'équilibre. Donc ça, on va essayer de comprendre les mécanismes après avoir vu les mécanismes de propagation du feu. On va essayer de comprendre pour terminer la première moitié du chapitre par la courbe, la fameuse courbe de combustion. Donc la chaleur ou cette réaction de combustion dont on a dit dont sa dangerosité réside principalement ou particulièrement dans la production de la chaleur. Donc, de la chaleur ou la quantité d'énergie de chaleur produite va être transmise vers le milieu avoisinant. Donc, il y a principalement trois modes de transmission. Il y a le mode de rayonnement, ça veut dire c'est une onde électromagnétique, donc qui va être émise principalement par le foyer ou la source lumineuse d'il y a la chaleur qui va traverser. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui avec le soleil, donc il n'y a pas de conduction. C'est principalement ce qu'on appelle le rayonnement solaire. On ne parle pas de chaleur provenant du soleil, hein, par conduction, par convection. Donc, sinon, ça aurait pu avoir d'autres événements. Donc, il y a du rayonnement solaire. Il y a la convection. Donc, c'est principalement lié à une transmission ou à un mouvement physique de matière, principalement le gaz. Et la convection va avoir généralement un sens vers le haut parce que le gaz avec une température plus ou moins élevée, va avoir le poids beaucoup moins important que
des gaz avoisinants, donc ce qui va lui permettre de voyager vers le haut. Et c'est une transmission de la température par voie physique. Donc, c'est la température du gaz qui va traverser et atteindre les hauts du bâtiment. Donc, comme vous voyez cette photo-là, donc le toit du bâtiment va connaître une augmentation de la température, non pas à cause d'une source de rayonnement ou ou de conduction, mais principalement par voyage d'un gaz qui contient une quantité d'énergie et qui va rentrer en contact avec le toit. Le troisième, le plus connu de transmission de la chaleur, c'est par voie de conduction. Ça veut dire qu'il va utiliser la matière exposée, donc il va avoir une transmission de la chaleur via conduction de cette matière qui va transmettre la chaleur d'un point A à un point B. Donc, évidemment, par exemple, tout ce qui est métallique, il a une conduction de température très importante. Donc, on estime, donc c'est pas vraiment comme le béton, par exemple, où la transmission, la conduction d'énergie par conduction, il est beaucoup moins importante. Le bois également n'a pas de conduction importante, même s'il brûle, donc il va pas conduire la température d'une manière importante. Ici, c'est juste pour illustrer un peu le critère très important du déplacement de la matière. Donc, on a dit que la matière peut se déplacer, donc soit sous forme gazeuse, et c'est le plus courant. Donc, le gaz généré dans le cadre d'une combustion lui-même peut être combustible. Ok, va contenir du monoxyde du carbone, de la fumée combustible. Il peut se voyager, donc comme j'ai dit, il aura le poids beaucoup moins important, donc il va voyager. La matière peut également se déplacer sous forme liquide ou sous forme de projection solide. Donc, et c'est là où les Euroclass ont ajouté la, le critère de gouttelette inflammable pour signaler cette capacité de matière à produire des projections enflammées qui peuvent également produire d'autres sources d'inflammation. Alors, pour terminer cette première moitié de ce chapitre, donc on va s'intéresser à la courbe soi-disant de la réaction d'un incendie. OK? Donc, dans un incendie, on va avoir plusieurs phases où on va faire appel à plusieurs paramètres. OK? Donc, tous les concepts ou ce qu'on a vu au début, on va l'utiliser pour uniquement comprendre cette fameuse courbe d'incendie. Donc, dans un premier temps, on aura besoin, dans la phase latente, de trois éléments pour débuter. Okay, donc, pour débuter un incendie, donc on aura besoin de compléter le triangle de feu, de réunir les trois éléments pour commencer. On a vu que parfois le matériau yani, peut nécessiter une énergie déjà pour produire des gaz inflammables pour ce gaz qui va s'enflammer par la suite avec de l'oxygène. On aura besoin également de réduire son humidité. Donc, cette phase initiale, elle est plus ou moins lente. Donc, il aura besoin de l'oxygène, il aura besoin d'une source de chaleur, il aura besoin de réduire l'humidité du matériel pour pouvoir débuter. Donc, la phase hadi, plus ou moins, il est lente. Ensuite, la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de démarrage. Donc, c'est les flammes qui apparaissent parce qu'on a suffisamment de gaz inflammable en mélange avec de l'air. Donc, c'est cette phase de démarrage où l'incendie va commencer à progresser.
qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, la quantité de gaz qui est produite va passer dans une phase d'accélération. Ok, donc on aura une inflammation. Le gaz va rentrer, bien évidemment, va brûler, donc il va produire encore davantage de la chaleur, donc sa température va atteindre les 400 degrés Celsius. Donc on aura également plus de production d'énergie, on aura plus de production de flammes, de gaz inflammables parce qu'on va atteindre un autre niveau des points, donc ce qu'on appelle les points d'ébullition, donc où la matière va se transformer complètement d'une phase solide ou phase liquide à une phase gazeuse. Donc on aura une grande quantité d'énergie. La deuxième des choses qui se produisent, c'est que généralement dans les bâtiments et dans un espace plus ou moins confiné, on aura évidemment une augmentation de température de tous les matières combustibles avoisinant la source de combustion. Donc, et de la même manière, donc sur les mêmes procédés, donc ces matières vont commencer eux-mêmes à dégager plus ou moins de la matière du gaz inflammable. Donc, et à un moment donné, on aura ce qu'on appelle l'embrasement général. Donc, c'est un incendie de grande envergure parce que on a suffisamment de matière combustible qui a dégagé une grande quantité de gaz inflammable et tout ce gaz qui a été dégagé cette matière combustible va brûler automatiquement. On aura une sorte d'explosion, ce qu'on appelle l'embrasement général. Et bien sûr, avec le temps, cette matière combustible va commencer à être consommée et on va passer à une phase descendante de décadence où la matière va commencer à être perdue. Donc, pour information, 3 événements peuvent avoir lieu, donc selon des conditions spécifiques de présence d'oxygène et de température et de fumée. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle le rollover. Donc, c'est une propagation des flammes le long des plafonds. Donc ça, vous avez vu qu'il y a un déplacement de matière, donc le déplacement de gaz vers les plafonds du bâtiment, c'est ce qu'on appelle le rollover. Ok. Donc ce déplacement de matière qui va générer, avec la matière qui va être chaude, qui va se déplacer vers d'autres milieux du bâtiment, il va évidemment générer une augmentation de température ambiante, de tout l'environnement. Et on a dit que ça va être bien évidemment accompagné par une production. Donc la matière va réagir en produisant du gaz inflammable et ce gaz qui va brûler. Donc tout ce phénomène va nous produire ce qu'on appelle le flash-over, qui est l'embrasement général, éclair des fumées et par conséquent du local entier. Donc des températures qui vont passer du 650 degrés Celsius à plus de 1200 degrés Celsius. Le seul élément qui va généralement bloquer cet embrasement général parfois, c'est le manque d'oxygène. Ok, donc on a l'explosion de la fumée si on a suffisamment d'énergie, si on a suffisamment d'oxygène, et on va s'attendre à une réaction descendante de l'incendie. Par contre, si par exemple pendant l'intervention des secours, ils vont ouvrir une porte, ils vont alimenter par exemple en oxygène cette zone qui est déjà enflammée avec une grande quantité de fumée et de gaz inflammable, ce qui va se produire, c'est ce qu'on appelle le backdraft. Le backdraft, c'est une explosion de fumée parce que la fumée, il contient encore de la matière combustible. Donc, en lui ajoutant une source d'oxygène importante qui est de l'air, donc c'est une source de réactif. Donc, ce qui va se produire, c'est l'explosion de fumée.